7:30. 7:30. 6! 8! Baïonnette au canon. I can't do it. I can't go. Je ne peux pas y aller. I'm up first. You're right behind me, McFarlane. Allez, je grimpe le premier. Tu me suis, McFarlane. Oui, sergent. So, what do we do now, Sarge? Qu'est-ce qu'on fait We maintenant? wait. On attend. Right! Out! Out! Get up there, McFarlane, or I'll fucking shoot you! Get up here now! Alors c'était un autre extrait du film de Stephen Boyle, La tranchée, le jour où commençait la bataille de la Somme, il y a 90 ans, le 1er juillet 1916. Un film très réaliste, vous qui connaissez très bien cette guerre, Stefano Donaruso, le moment où l'on sort de la tranchée. Oui, c'est un huis clos, hein, ce film extraordinaire, un huis clos où vraiment on assiste à cette dernière semaine justement qui précède l'assaut et l'incroyable tension de l'attente qui était sans doute une des épreuves morales les pires qu'avaient à supporter les soldats, et ce moment de la sortie de tranchée où les hommes s'exposent nus en quelque sorte à la barrière de fer qui leur est opposée. Et c'est vrai que ce moment où les hommes vérifient sur les montres l'horaire, mettent baïonnette au canon et doivent sortir sous le feu, est un moment extraordinairement poignant et vers lequel converge finalement la totalité du film. Et angoissant, on le comprend d'ailleurs, parce que le premier jour de cette bataille, le 1er juillet 1916, a été, dans cette bataille qui a duré 4 mois, le pire jour pour l'armée anglaise en tout cas. Oui, c'est-à-dire que tout le problème, c'est que les Britanniques étaient persuadés que leur bombardement d'artillerie aurait brisé donc les défenses allemandes, notamment aurait réduit les nids de mitrailleuses à néant, et que leur souci était non seulement de prendre la première ligne, mais les lignes suivantes. Et donc pour ça, il fallait éviter que les liens tactiques au sein des unités d'assaut soient rompus, et donc il fallait éviter que les soldats courent et se perdent leurs officiers, etc. Donc la consigne est on avance au pas, à peu près en ligne, pour prendre la tranchée, la première ligne calmement, et pouvoir ensuite faire le travail. Et cette erreur, cette sous-estimation des défenses allemandes dramatique a fait que les Allemands ont pu réoccuper, dès que le bombardement a eu cessé, les bombardements ont pu réoccuper leur position de combat, commencer le tir, et d'ailleurs on a des témoignages de soldats allemands stupéfaits de voir des soldats à l'assaut avançant debout sans se presser. Oui. Marcher ou pas, c'était l'ordre. Voilà, et ceci a été une catastrophe tactique. En outre, la difficulté des communications fait que le commandement britannique ne commence à comprendre la catastrophe que vers midi. Donc il s'écoule, n'est-ce pas, toute la matinée avant que le commandement britannique prenne la décision de retenir les secondes vagues d'assaut. Et ceci donc se traduit par des pertes de 60 000 hommes pour l'armée britannique, de 20 000 tués, 40 000 blessés, et en une seule journée. Il n'y a pas au XXe siècle, il n'y en a pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a pas ensuite, il n'y a pas au XXe siècle de journée plus meurtrière que celle-ci dans l'histoire du modèle occidental de la guerre. Et ça a duré 4 mois, cette bataille de la Somme, Stefano Donaruso. Là, c'est une question qu'on pose toujours. Comment des gens ont-ils pu tenir dans un tel enfer ? Évidemment, à la limite, on peut le comprendre. Pour les Français, à Verdun, ils se battent dans leur pays et ils se battent pour défendre leur pays. Mais là, on a des Australiens, des Anglais, des Néo-Zélandais, on a les troupes coloniales françaises qui, elles, ne sont pas dans leur pays. C'est presque impossible à comprendre aujourd'hui. Mais même pour ceux qui viennent de très loin, on pense effectivement aux coloniaux, l'Empire britannique, de l'Empire français, pour les Anglais qui après tout ne défendent pas, en apparence du moins, directement leur territoire, eh bien en réalité, les motivations de la guerre restent des motivations défensives. C'est-à-dire que l'on continue, on défend, donc en l'occurrence sur la Somme, on défend un certain mode de vie, une certaine conception du monde, et la guerre reste étonnamment défensive alors qu'on ne défend pas directement en quelque sorte son territoire comme effectivement les Français le font à Verdun. Et la compréhension de ces motivations défensives c'est cette compréhension qui permet aussi de rendre compte de cette ténacité dont vous parliez. Et tout ça pour pas grand-chose. Lorsque les opérations s'arrêtent en novembre, finalement, le terrain conquis par les Alliés a été assez négligeable. Il y a eu quand
quand même l'apparition de nouvelles armes, hein, ça n'a pas servi à grand-chose. Il y a eu les tanks, les chars, qu'on voit pour la première fois dans l'histoire à la bataille de la Somme. Mais finalement, le bilan est absolument nul. Cette offensive, on a le sentiment, n'a servi à rien, Stefano Doraruso. Oui, la pénétration donc des troupes alliées dans le dispositif allemand, là où elle est la plus large, c'est 8 kilomètres. Hein, donc au total, vous voyez, 400 000 morts, des pertes d'1 million d'hommes, hein, pour une pénétration de 8 kilomètres. En outre, ce qui est encore plus tragique, c'est que les Allemands vont évacuer une grande partie du territoire qu'ils tiennent encore en 1917 pour raccourcir leur front. Donc vraiment, l'inutilité stratégique de la bataille est vraiment flagrante. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que les conséquences à plus long terme sont très grandes. Les Allemands, frappés par au fond la supériorité tout de même des Alliés sur la Somme, même s'ils ont réussi à se défendre très efficacement, prennent en raison de la bataille de la Somme la très fâcheuse décision de la guerre sous-marine à outrance. Et on ne peut pas comprendre cette décision au début 17 sans la bataille de la Somme, et c'est elle qui ensuite, par contre-coup, provoque l'intervention des États-Unis et donc provoque à plus long terme le basculement des équilibres globaux au fond de la guerre. Un effet positif aussi plus immédiat, c'est que ça a soulagé le front de Verdun, puisque les deux batailles se sont déroulées en même temps à partir du 1er juillet 1916, mais il y a eu aussi des changements de commandement, il y a eu également la démoralisation. En 1916, après l'échec de la Somme, après l'échec allemand à Verdun, la démoralisation commence. On est loin de la guerre fraîche et joyeuse qui avait, dit-on, comme on l'appelait, dit-on, en 1914. Là, on commence à ne plus savoir quand est-ce que ça va finir, cette guerre de tranchées. Oui, 16, de ce point de vue, c'est le tournant. Hein, sur le plan moral, c'est le tournant. Fin 16, quand la bataille de Verdun s'arrête, que la bataille de la Somme s'arrête, pour des raisons d'intempéries, d'ailleurs. On arrête la bataille de la Somme en novembre parce que la boue ne permet plus de manœuvrer. Eh bien, les armées, donc en particulier les armées alliées, l'armée française en particulier, qui avait jusque-là tenu de manière extraordinairement efficace, eh bien, a une sorte de contre-coup. Et on voit en fait que c'est fin 16 que se met en place la crise du moral qui ne se révélera qu'en 17. Mais les composantes fondamentales de la crise du moral qui provoquera les mutineries de 17, ces composantes fondamentales sont en place en fait fin 16. Il y a vraiment la Grande Guerre en 15-16 et puis la Grande Guerre après 16. Alors ce qui est curieux, je le disais au début, vous nous le rappeliez au début, c'est qu'en France on l'a un peu oublié. Pourtant il y a eu participation aussi de troupes françaises. En revanche, je crois qu'en Angleterre, évidemment, elle est commémorée peut-être avec plus d'importance qu'on ne le fait en France. On le verra sur la Somme encore cette année. La masse de visiteurs britanniques attendus est énorme. C'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs avec des commémorations donc d'une importance considérable. La Somme, c'est vraiment un moment capital dans l'identité anglaise. Bon, il suffit de visiter les cimetières pour se rendre compte à quel point aujourd'hui les Anglais reviennent massivement sur la tombe d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, parfois d'un arrière-arrière-grand-père, ou un grand-oncle, ou un arrière-grand-oncle. Cette présence anglaise dans la Somme est considérable. C'est la fin aussi des illusions, au fond, de la période victorienne et édouardienne. Et puis c'est pour les nations récentes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, etc., c'est finalement la Somme fait partie du mythe national. C'est vraiment la naissance de la nation avec l'Angleterre et dans une certaine mesure, j'oserais dire presque contre elle. C'est-à-dire qu'au fond, on se différencie à ce moment-là de la mère patrie que l'on est pourtant venu aider volontairement. Merci Stefano Doraruso. Je rappelle que vous avez co-dirigé avec Jean-Jacques Becker l'encyclopédie de la Grande Guerre publiée chez Bayard et que vous êtes l'auteur avec Annette Becker de 14-18 Retrouver la guerre publiée chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. À lire également La bataille de la Somme d'Alain Denisot, édité en poche chez Perrin dans la collection Tempus. Et puis aussi à voir Mon papa en guerre, un film de Jean-Pierre Guénaud et Axel Clévenot réalisé à partir de la correspondance des poilus et de leurs enfants, coédité par France Info et les éditions Montparnasse. Vous avez pu entendre des extraits du film La tranchée, un film anglais de William Bold, distribué en France par Mars Distribution. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Philippe Duclos, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.